Nous sommes mardi le 23 mars 2021 et nous allons commencer avec notre webinaire du salon C4D, communication pour le développement pour les francophiles. Le thème général de cette troisième édition de C4D est communication et décentralisation. Quels enjeux pour le développement des territoires? Alors, pour ce qui concerne le webinaire de ce matin, nous aurons deux principales intervenantes. Madame Claire Sopor et Élise Mbalameka. Nous introduirons tout à l'heure chacune des intervenantes. Mais avant, nous pouvons constater que le processus de décentralisation au Cameroun a connu une accélération depuis la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Cette loi est venue consacrer la mise en place effective des régions. Et quelques mois donc après l'entrée de cette loi, on peut se poser la question de savoir quelle collectivité territoriale décentralisée aujourd'hui, quel est le changement que les collectivités sont capables d'apporter dans le développement économique du Cameroun, mais surtout, comment est-ce que la communication peut jouer pleinement son rôle dans ce processus-là. Vous le savez, les collectivités territoriales décentralisées sont définies dans la loi du 24 décembre 2019. Donc, la loi présente les collectivités territoriales décentralisées comme des personnalités morales, donc qui ont l'obligation, excusez-moi que je trouve mes notes pour vous lire les éléments de la loi. Oui, dans l'article 8, vous trouverez que les collectivités territoriales décentralisées sont définies comme des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux et règlent par délibération les affaires de leurs compétences. Ce sont donc des entités morales autonomes, bien qu'encadrées, qui travaillent au quotidien au développement de leur territoire. Quel serait donc le rôle de la communication pour accompagner ce développement-là? Vous le savez, la communication n'est pas la quatrième roue du carrosse. Elle doit donner du sens à la stratégie des collectivités territoriales décentralisées. S'il n'y a pas de stratégie de collectivité territoriale décentralisée, la communication, quelle qu'elle soit, ne pourra pas pleinement jouer son rôle. Et la communication, qu'est-ce que c'est? Et si nous devons parler, par exemple, de communication publique? Alors, on peut la définir comme l'ensemble des actions engagées par toute institution territoriale décentralisée ou toute institution qui simplement mène un travail de service public. Que ce soit des actions de relations publiques, des actions de publicité, des actions d'événementiel, tout cela rentre dans le champ de la communication. Ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir deux intervenants formidables. Le premier intervenant, c'est, en termes de présentation bien sûr, Madame Élise Mbalameka, maire d'Acom 2, multidisciplinaire, multicasquette.
Elle a pendant plus de 20 ans fait ses preuves dans l'art et la culture camerounaise avant de se décider à embrasser l'immense tâche de contribuer au changement des mentalités et au développement de son village à Comme-2. Madame Mbala Meka va donc tout à l'heure nous édifier. Entre 15 et 20 minutes, on sera indulgent si elle dépasse légèrement ce temps-là. Avec elle, on pourra vivre ensemble un exemple type d'une stratégie de communication dans une région, de voir les difficultés qui ont été rencontrées, de passer en revue les moyens qu'elle a utilisés, et puis de voir ensemble quelles sont les propositions qu'elle souhaite mettre en place pour un avenir meilleur. La deuxième intervenante, c'est Madame Claire Sopor, une experte en communication pour le développement, célèbre journaliste au Cameroun, que les téléspectateurs, notamment de CRTV, ont connu, et qui fait preuve d'une expertise et d'une compétence avérée dans le cadre de la communication pour le développement, dont elle est un de nos meilleurs spécialistes. Si vous êtes installés, les amis, nous allons démarrer tout de suite avec la première présentation, qui sera celle de Élise Mbala Meka, maire d'Acom-2. Est-ce que Madame le maire nous écoute? Alors, manifestement, notre première intervenante, Élise Mbala Meka, maire d'Acom-2, a un souci technique qui sera réglé dans les prochaines minutes. Puisque nous sommes préparés, je vais en profiter juste pour préciser que Madame Claire Sopor, une de nos meilleures spécialistes en communication pour le développement, est effectivement quelqu'un qui a travaillé pendant près de 20 ans à l'UNICEF, que nous connaissons tous. Il est 11h15, 11h16 à ma montre. En attendant que nous réglions le problème de micro, le problème technique de Élise Mbala Meka, nous allons devoir passer à la présentation de Madame Claire Sopor, spécialiste en communication pour le développement. Alors, nous sommes déjà 36, ce n'est pas un mauvais chiffre, mais nous vous invitons à vous connecter davantage, continuez à partager le lien pour que ce webinaire connaisse le maximum de participants. Alors, Madame Claire Sopor va tout de suite démarrer sa présentation. Allô, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui sont là. C'est vrai que Jean-Paul disait qu'on est déjà 36, mais j'en vois d'autres qui essaient de se connecter, c'est très bien, une excellente chose. C'est dommage, Élise, Madame le maire de Acom-2 n'a pas pu se connecter parce qu'elle le fait à partir de Bolovac, qu'elle nous a dit. J'espère qu'elle pourra se connecter tout à l'heure parce que je voulais vraiment m'appuyer sur sa présentation, hein, comme disait Jean-Paul, pour pouvoir étayer mes propos et ne pas rester aérien. Mais je vais faire un effort de donner quelques autres exemples. On a échangé hier et elle m'a dit à peu près ce qu'elle avait l'intention de présenter. Donc, si tu permets, Jean-Paul, de temps en temps, je vais faire référence. Élise, est-ce que tu es quand même à l'écoute, même si tu n'arrives pas à faire ta présentation? Tu me rectifieras si je prends un mauvais exemple de ce que tu m'as dit hier. Alors, je voudrais donc revenir sur la définition de... Alors, comment est-ce que je n'arrive pas à dérouler? Tu le déroules à partir de chez toi, Émile, ou je le fais ici? Donc, parce que dans ma présentation, j'avais une petite introduction, effectivement. Et puis, je revenais sur la définition de la décentralisation, mais sous l'angle de la communication. Je ne vais pas reparler de la loi en tant que telle,
Et donc, je reviens sur la définition en parlant beaucoup plus de la communication, ce qu'elle peut apporter dans les programmes de développement. Alors, dans mon introduction, je voudrais juste revenir sur un élément essentiel où je disais que la communication dans un contexte de décentralisation amène à aborder les questions relatives à la communication stratégique. Oui, j'insiste bien là-dessus, la communication stratégique, celle qui est susceptible donc d'accompagner effectivement, ne pas être la quatrième roue, mais accompagner effectivement et soutenir les programmes de développement, soutenir l'apprentissage participatif des populations qui sont en action et surtout donner des outils pour l'identification des problèmes, donc de la recherche des solutions et la résolution des questions clés. Ici, quand on parle de décentralisation et dans la définition, on le voit bien, c'est une dévolution de pouvoir au niveau local. C'est vrai, donc ça veut dire que ça entraîne des changements au niveau des individus qui doivent participer à l'action de développement, mais aussi des changements au niveau fonctionnel des collectivités territoriales décentralisées. C'est ainsi donc que la communication devient un élément central et stratégique. Ceci veut dire aussi que dans ce cadre, la question de la responsabilité vient en première ligne, c'est-à-dire la responsabilité de bout en bout. Et cela entraîne forcément un suivi et une évaluation de ce qu'on fait. Donc, dans l'introduction, on peut dire qu'on reste sur l'élément communication stratégique avec tout ce que ça entraîne. Donc, la responsabilité pour amener des changements, le suivi de ce qu'on fait et par la suite mettre en lumière ce qu'on fait. Je vois que Élise est en ligne et c'est très bien comme cela. Je redonne la parole à Jean-Paul ou on lui donne la parole. Bonjour Élise, merci d'être là. Bonjour Claire. Salut. Salut. Salut, j'ai eu un peu de mal, mais ça y est, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour Élise et bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, tout le monde. Ça va du coup? Ça va très bien. Il y a une grosse pluie ce matin. Elle s'est vite dissipée. Maintenant, nous sommes sous un beau soleil tropical. Et je suis de bonne humeur parce que je vais pouvoir participer à ce panel. Tout va donc pour le mieux pour le moment. Super, nous recevons donc quelques rayons de ton lumineux solaire à Ebolova. Et donc, nous allons enchaîner avec toi parce que Claire posait déjà les bases de son intervention. Heureusement, nous n'en étions qu'au niveau de l'introduction. Donc, Élise, je t'ai introduit tout à l'heure en parlant du passé d'une professionnelle accomplie dans le secteur de l'art et de la culture au Cameroun. Mais en parlant de cette nouvelle passion embrassée depuis quelques années déjà pour le bien-être des populations de la magnifique localité, n'est-ce pas, d'Akom 2. Et je disais également que grâce à ta présentation, nous allons en savoir davantage sur les contraintes que rencontre une collectivité territoriale décentralisée, et notamment la localité d'Akom 2. Et on apprendra également sur les moyens qu'une localité peut mettre en œuvre ou a mis en œuvre afin de dynamiser sa communication, afin d'atteindre ses objectifs. On verra évidemment, on l'espère, les résultats auxquels tu es parvenu et surtout les principales contraintes que vous rencontrez au quotidien. Est-ce que tout va bien du côté de Bolova? Est-ce que les participants au webinaire peuvent écouter Madame le maire d'Akom 2?
quelques soucis techniques. J'ai l'impression que nous avons perdu la connexion avec Bolova. Élise, Madame le maire, est-ce que vous nous écoutez à Bolova? Bon, Madame le maire d'Acom2 va continuer, tenter de régler ces problèmes techniques. Comme nous avons déjà lancé et engagé, nous allons poursuivre avec notre spécialiste de communication pour le développement. Plus de 20 ans d'expérience à l'UNICEF, Madame Claire Sopo, pour nous entretenir sur l'impact, l'importance de la communication dans le cadre de la décentralisation en général et spécifiquement du cas camerounais. Qu'est-ce que la communication peut apporter dans le développement des territoires? Claire? Alors, merci Jean-Paul. Dommage, Élise. Que Élise va présenter tout à l'heure. J'ai perdu un peu le fil. Je ne sais pas si le problème est de mon côté. Madame le maire, pas de problème, nous avons repris avec Claire. Avec votre permission, on reviendra tout à l'heure. Pas de problème, tenez-vous prêts, s'il vous plaît, et on reviendra à vous. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous voyez Claire? Allô? Allô? Allô, Élise? Alors, je disais donc que je vais parler de la décentralisation, enfin la définition de la décentralisation, je reviens pas là-dessus. Mais sous l'angle de la communication, nous pouvons dire que c'est une opportunité majeure de pouvoir asseoir je une pense que j'ai été désactivé. C'est-à-dire donc la communication pour le développement. Et l'acronyme est prononcé en anglais. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un peu plus friendly, c'est plus court. Donc, on parle de la C4D. S'il vous plaît, adoptez C4D et non C4D. C4D. Donc, d'asseoir cette approche qui comprend une démarche de communication institutionnelle, comme disait Jean-Paul, mais surtout qui a ses stratégies, ses outils, ses approches, et qui prend pour socle les droits humains et l'équité. Oui, et qui permet justement de combiner l'art et les sciences. Et c'est là où je retrouve très bien Élise dans son rôle, parce que je suis sûre qu'elle va faire beaucoup de choses dans sa commune qui ont trait non seulement à la communication, mais aussi à l'art. Voilà. Alors, je voudrais maintenant passer à l'autre définition, ce qu'est la communication pour le changement de comportement au niveau individuel, mais au niveau social, qu'on a mis sous l'acronyme C4D. Donc, c'est une communication qui doit être intégrée dans les politiques et les programmes. C'est-à-dire que ne faisons plus comme on a toujours fait. On a tout un programme, on a toute une politique du gouvernement, mais à aucun moment, à aucune ligne, aucun paragraphe, on ne parle de la communication. Donc, cette communication doit être totalement intégrée dans les programmes. Quand vous développez les programmes, mettez la communication en bonne place. C'est une communication qui est donc stratégique et planifiée sur la base des évidences. Les évidences, ce sont des données. Ne pas planifier sans avoir des données. C'est une communication qui donne donc la parole, comme dit la décentralisation, une partie du pouvoir aux populations. Donc, instaurer des dialogues
des consultations, et qui, pour amener des changements au niveau social, prend en compte un certain nombre d'éléments du contexte social. Des contextes locaux, c'est-à-dire les traditions, les us et coutumes. On ne peut pas demander aux gens de changer si on ne sait pas comment ils fonctionnent. On ne peut pas demander aux gens de changer, d'imposer quelque chose s'ils ne participent pas. Il faut comprendre ce qui se passe dans leur tête, dans leur crâne, dans leur boîte noire. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra amener des changements de comportement mesurables. Mesurables, c'est-à-dire ici, on fait appel au suivi. Mesurable pour pouvoir dire si les transformations s'opèrent effectivement dans la commune, dans la communauté, dans nos villages, et pouvoir ainsi influencer les politiques publiques. Et vraiment, la décentralisation nous donne cette opportunité-là. Émile. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop revenir dessus, je ne vais pas lire les définitions des uns et des autres, mais c'est surtout de montrer que pour cette communication donc, qui fait appel à la participation effective des populations, il y a deux éléments essentiels. La recherche, donc toutes les approches de participation consultative sont appliquées ici, et qui va combiner trois stratégies principales. Le plaidoyer, la mobilisation sociale et des aspects de communication pour le changement de comportement. Et puis, il y a une autre stratégie qu'on met souvent en avant, c'est le renforcement des capacités. Et c'est ici qu'on se rapproche des droits humains pour permettre aux populations de participer, donc d'organiser des dialogues au niveau social, des dialogues au niveau communautaire. Il faut que leur capacité soit renforcée. Il faut qu'on leur donne l'information de manière constante, mais qu'on renforce leur capacité de sorte à ce qu'ils puissent participer pleinement. Alors, ici, j'ai un petit schéma que j'aime bien utiliser. Je suis sûre que Elise sera contente de voir ça parce que c'est un peu ses approches à elle. On voit des personnes qui sont alignées, on a mis 3 tabourets. Et ici, ça veut dire que les programmes ont fait un effort de mettre tout le monde sur des tabourets. On a offert des tabourets, les services, tout le monde est dessus. Mais maintenant, comment est-ce que on s'assure que toutes les personnes participent, assistent, interviennent? On fait attention au niveau des tabourets. Et c'est ici qu'on parle de l'équité. Parce qu'à ce moment-là, on fera attention à ceux qui sont plus petits et qui ont besoin de tabourets un peu plus grands. C'est-à-dire qu'on prend en compte leurs besoins. On prend en compte leurs difficultés à participer. Et c'est là où on parle justement d'un environnement favorable à la participation. On met tout en œuvre pour que chaque individu, avec ses atouts, avec ses faiblesses, avec ses handicaps, puisse participer à la développement. Donc, on crée des espaces de dialogue au niveau de la communauté et on renforce ses capacités. Et très souvent, on a tendance à oublier les enfants. Je dis bien les enfants, je ne parle pas des jeunes, je parle des enfants, c'est-à-dire les moins de 12 ans, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas encore suffisamment, ils ne sont pas suffisamment mis pour participer. Eh bien non, non, pensons aux enfants, aux plus petits. Et vous allez voir que quand vous leur donnez des rôles à jouer, même au niveau de l'école, même au niveau de la communauté, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Les populations vulnérables, bien évidemment, et de plus en plus, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits pour intégrer les personnes vulnérables
dans la participation aux actions communautaires. Je parlais tout à l'heure des stratégies, les 3 stratégies principales. Donc, le plaidoyer, la communication pour le changement de comportement, la mobilisation et les actions pour changer les normes sociales. Et pour parler des normes sociales, si on ne connaît pas comment les gens fonctionnent, si on ne connaît pas leurs traditions, si on ne connaît pas leurs us et coutumes, oubliez, on ne peut pas vouloir changer des gens s'ils sont bien ancrés dans leurs traditions. Si on prend l'exemple de l'éducation des filles, par exemple, pendant longtemps, on disait la fille va se marier. Et dans beaucoup de communautés, on voyait qu'on privilégiait l'éducation des garçons au détriment de l'éducation des filles. Nous avons beaucoup vu ça dans certaines régions du Cameroun. Et les efforts sont faits parce que justement, nous avons introduit les changements à partir des outils de la CIFORDI et la participation des communautés. Et c'est cela alors ce qu'on appelle la communication pour le développement. Donc, les 3 stratégies qui doivent être en synergie de manière permanente. Ce n'est pas qu'on utilise les médias et on pense que ça suffit. Et les médias modernes, non, ça ne peut pas suffire. Surtout dans les localités comme Acom 2, Élise, et j'en connais d'autres, hein, dans les régions de l'extrême nord, on est allé vraiment dans les villages où il n'y avait pas de signal de quoi que ce soit, et même pas des connexions Internet. Mais on a pu amener des changements en utilisant d'autres outils dont je parlerai un peu plus tard. Et Émile, on parlait aussi de la combinaison des outils et surtout l'approche intégrée des programmes. Dans notre discussion d'hier, Élise me disait que oui, la communication n'est pas incluse dans les programmes ni de l'éducation, ni de la santé, ni de la protection, etc. Et alors, si on peut gagner en mettant ces programmes ensemble et en se disant que les budgets qu'on leur donne, on peut y introduire la communication si ça n'a pas été fait en amont. C'est encore mieux parce que si on les laisse agir de manière cloisonnée, la santé de travail pour la santé. Les agents de santé ne sont pas pour alors qu'on peut les voir fonctionner avec le programme d'éducation. Donc, un environnement qui permet de combiner les programmes, de rapprocher les domaines et d'intégrer les programmes. Les combinaisons de techniques et outils. Elle parlait aussi de la production. Madame le maire d'Acom 2 qui produisent de temps en temps des affiches, etc. Mais une affiche, c'est un outil tellement froid. On le voit, on comprend, on ne comprend pas, mais personne n'est là pour expliquer. Alors que si on prend cet outil, on l'amène dans la communauté, on échange avec les groupes les groupes de femmes, les groupes de jeunes, etc. On a l'opportunité de mieux expliquer encore, de mieux échanger et de faire passer le message de changement qu'on veut opérer dans la communauté. Et avec tout ça, il y a forcément des acteurs qui doivent donc s'impliquer, bien entendu, avec comme sous-bassement le gouvernement, mais c'est d'abord les familles et les communautés, les associations qui sont dans notre communauté, les partenaires au développement. Toutes ces personnes peuvent aider à soutenir les actions de développement. Et un schéma que j'aime bien montrer, c'est celui du continuum du changement de comportement. Et on dit bien c'est un processus. Dans la définition que nous donnions au départ sur la décentralisation, c'est une dévolution des pouvoirs, mais progressive. Et la communication intégrée là-dedans vient donc avec ces outils pour montrer que les changements qu'on voudrait voir s'opérer vont se faire de manière progressive. On est dans une communauté où éventuellement les gens ne savent même pas quel problème il y a. Pourquoi est-ce que les enfants meurent dans mon village? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut mettre ça sous le compte d'autres affaires religieuses, d'autres affaires de sorcellerie, etc.
Mais si on amène à faire comprendre aux familles qu'il y a une autre cause que nous n'avons pas relevée, ça c'est introduire donc des connaissances. Introduire des connaissances d'une manière subtile. Ça, c'est la première étape parce que les gens ne sont pas informés. Et ils passent à la deuxième étape. On a introduit des données collectées dans la communauté de manière participative. Et les gens vont commencer à s'éveiller, à s'interroger avant de passer à l'action, qui est donc la troisième étape. Et avant de faire donc que cette pratique soit diffusée, on la pratique soi-même d'abord, au sein de la communauté, au sein de la famille. Et ensuite, on diffuse et on divulgue, on diffuse, on vulgarise. Et la dernière étape, c'est celle où on a vraiment réussi, où les gens sont bien informés, ils ont acquis des savoir-faire et ils peuvent maintenant se comporter d'une certaine manière et partager l'expérience. Et tout ça ne peut se faire que sous forme de dialogue. Diffuser des messages à travers les médias modernes, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai maintenant qu'on a des groupes de communication dans les réseaux sociaux, on peut échanger, mais on ne peut pas pratiquer. C'est là où la CIFORDI intervient pour dire, OK, il y a ça, mais combinons avec l'expérience sur le terrain, combinons avec les groupes que nous avons mis sur pied, combinons avec les groupes de femmes, avec les groupes de jeunes. Essayons de faire quelque chose. Avec peu de moyens, c'est faisable. Je vais vous dire un peu comment est-ce qu'on peut le faire avec très peu de moyens. Alors que les médias demandent plus de moyens. Mais ces approches de communication de proximité, ces approches de communication interpersonnelle, la communication interpersonnelle, elle demande moins de moyens. Elle demande plus de temps, mais elle demande moins de moyens. Et donc, ce schéma, c'est pour montrer que c'est continuel, c'est un processus. Pour y arriver, il faut utiliser plusieurs outils et à chaque étape, sans relâche. Planifier de manière participative toutes ces approches qu'on va utiliser, combiner les outils. J'ai mis quelques images pour juste animer la présentation et montrer à Élise, parce qu'elle parlait des radios communautaires hier. Effectivement, on les voit en action. C'est une petite salle, de rien du tout, avec les outils qu'il faut, les pylônes qu'il faut dans la région. Et ça, on peut trouver des partenaires. Et je pense qu'elle est déjà dans le processus de la création de sa radio, comme nous disait. Ils produisent beaucoup aussi des supports, des visuels, des supports print, etc. Donc, en fait, on commence déjà à se résumer pour dire quoi? Pour dire que pour renforcer les programmes de développement, la CIFORDI a des outils propres qu'on peut utiliser à chaque étape, qu'on peut utiliser à tout moment. Se baser sur la recherche, la collecte des données. La CIFORDI a des outils aussi, la communication sociale a des outils pour pouvoir identifier les relais, pour pouvoir identifier les groupes sociaux qui sont dans sa communauté. Ça, c'est essentiel. Est-ce que vous savez, dans votre village, est-ce que vous savez dans la commune, combien d'associations de femmes il y a? Ça, c'est une question. Est-ce que vous savez combien d'associations de jeunes il y a? Ça, c'est une question. Est-ce que vous savez qu'à côté de votre commune, il y a peut-être une radio qui peut couvrir ou qui couvre déjà votre zone? Ça, c'est une question. Ça, c'est autant d'éléments qu'on peut avoir en faisant en amont la collecte de données. Est-ce qu'on met sous le label recherche avec tous les outils qu'on peut utiliser dans la communauté, des outils faciles, sans gros moyens. Élaborer à partir des résultats de sa collecte de données, élaborer un plan de communication stratégique, un plan stratégique de communication, qui inclut donc
tout ce que je disais en amont. Les médias classiques, les médias traditionnels. Elle me disait hier que oui, on est retombé, quelquefois, on est retombé à la communication, on utilise le gong, on utilise la cloche. Mais c'est formidable, Élise. C'est ce qu'on disait, de combiner les deux. Parce que tu auras toujours des zones qui seront de temps en temps dans l'ombre, même avec la radio que tu vas créer. De temps en temps, tu auras des pannes d'émetteurs. De temps en temps, tu auras des coupures, et même tu en as beaucoup parlé hier dans nos échanges. Eh bien, on va continuer avec la communication traditionnelle. Passer le matin dans mon village, à Douala, on passe encore très tôt le matin, à 5h30, 6h, Dicalo, 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 Dicalo. Eh bien, c'est ça, c'est formidable. Et les gens sont à l'écoute à ce moment-là. Et tu peux arriver que tu mettes ta radio, les gens ne sont pas à l'écoute. Ils sont en train de faire autre chose ou ils sont distraits. Mais ça, c'est essentiel. Combiner la communication classique, moderne et le traditionnel. Mobiliser les groupes sociaux et introduire une autre approche qui est très intéressante, que nous avons beaucoup utilisée. Je ne peux ne pas parler de l'UNICEF parce que c'est là-bas que j'ai pu acquérir toutes ces compétences. L'éducation parentale, ça c'est une approche formidable. L'éducation parentale. On va dire qu'on n'éduque pas les parents, mais si, on éduque les parents et on apprend tous les jours. Et cette approche s'appuie sur l'andragogie, l'éducation des adultes. Et là aussi, il y a beaucoup d'outils, on ne peut pas trop s'étaler là-dessus, mais retenez, l'éducation parentale est primordiale. Et là, c'est aussi une approche qui nous permet d'utiliser, de combiner les outils de communication pour le développement. On peut utiliser les affiches, on peut utiliser les prospectus, on peut utiliser les boîtes à images, les visites à domicile, Ça vous permet non seulement d'introduire une information, mais de suivre aussi ce qui se passe dans les familles. Avoir un plan de mobilisation des ressources fort, où on a toutes les entités à mobiliser. On pense toujours à aller mobiliser ceux qui sont à l'extérieur, mais on a des compétences dans la commune. On a des partenaires locaux. On a des élites. On a même quelquefois des sociétés privées qui sont installées dans la commune. On peut les mettre à contribution et surtout prendre le temps de suivre, d'évaluer, de documenter et de publier. Prendre le temps de faire tout ça, parce que quand je disais que ça demande des moyens, mais ça demande du temps aussi. Émile, et donc pourquoi? Parce qu'il faut se renseigner sur ce que les gens veulent. Il faut surtout s'assurer qu'on a une bonne cartographie de sa commune, une bonne cartographie communautaire. C'est ce qui permet de savoir qui est où, qui fait quoi, comment il le fait, quels sont les atouts, quels sont les réseaux d'opportunités sur lesquels on peut s'appuyer. Ça, la cartographie communautaire, elle est, regardez juste une image de ce qu'on faisait dans certaines localités ici, les groupes de femmes, de jeunes, et ça donne ça. Au moins, c'est un outil qui va permettre de planifier, et planifier de manière stratégique. Quand on parle de la planification stratégique, on pense souvent que c'est à un niveau tellement lointain, mais non, c'est aussi au niveau des communes, avec ces outils simples comme ça, qui sont des outils de la CIFORDI. Et donc, pour ce résumé, je dirais qu'il faut faire la recherche participative, planifier, mettre en œuvre, suivre et faire de la CIFORDI un levier de l'inclusion sociale et du développement humain. Et j'insiste là, développement humain, s'appuyer sur l'être humain. Les médias, quelquefois, font écran. Mais quand on se rapproche des familles, des personnes, des individus, alors ça veut dire qu'on met l'être humain au centre de l'action. Développer des partenariats à tous les niveaux, Et en conclusion, Jean-Paul et Élise, je pourrais dire que la communication a une place centrale, elle a une place de choix.
elle fait partie intégrante des programmes de développement. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas de faire des appendices ou des annexes, mais de les mettre au centre quand on développe un programme. Elle soutient la dynamisation de la demande des services sociaux de base, mais à condition qu'elle soit bien pensée, bien planifiée, bien mise en œuvre et bien suivie. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Claire, pour cette brillante intervention. Nous avons été édifiés, je pense. Vous avez pris la peine de définir des concepts théoriques, de voir leur, comment je veux dire, leur application sur le plan pendant que notre maire d'Acom 2 se prépare. Je vais faire rapidement un petit résumé. Oui, je me prépare, mais... Oui, Élise? J'ai l'impression que le réseau est vraiment très mauvais. Oui? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends et je me balade partout pour trouver l'endroit où le réseau est le meilleur. Est-ce que vous m'entendez aussi? On va croiser les doigts. Oui, on vous entend très bien. On va croiser les doigts. D'accord, très bien. Je vais rester où je suis alors. Et je suis à vous. D'accord. Alors, après cette brillante présentation, notre spécialiste de plus de 20 ans d'expérience à l'UNICEF, il me plaît de faire juste un petit résumé. Alors, des propos de Claire, nous devons retenir que il est important, essentiel, que la stratégie de com soit une stratégie de programme. La com n'est pas un appendice. La com n'est pas comme un gadget pour accompagner une stratégie déjà conçue. Donc, il va falloir qu'en concevant le programme, en concevant le plan de développement communal, en concevant la stratégie de développement de la municipalité, de la région, que la com soit intégrée dans cette réflexion. Et contrairement à la com classique, la C4D demande essentiellement et surtout se nourrit des règles de la société, des us et coutumes des populations. Nous ne pouvons pas faire des politiques de développement si nous n'intégrons pas les acteurs ou les bénéficiaires de ces politiques-là. Leurs us et coutumes, leurs habitudes, leurs croyances doivent être intégrées afin que nos messages puissent porter. Et Claire nous a dit, il y a plusieurs socles. Le premier socle, c'est bien sûr les droits humains et l'équité. Si vous n'intégrez pas ces éléments de base dans votre réflexion stratégique, vous avez déjà loupé un pas. Pour elle, le deuxième principe, c'est l'environnement qui doit être favorable. Pour la C4D, il faut créer des espaces de dialogue. Il faut renforcer les capacités parce qu'il faut permettre à toutes les couches de la population, notamment aux femmes et enfants, d'être au même niveau de compréhension des enjeux avant d'adhérer. Parce que si les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas adhérer. Le principe 3, c'était l'approche intégrée des programmes. Claire propose, recommande même, Bon, alors, Claire nous propose là de combiner les moyens et les outils. Quitter la communication classique qui priorise les médias, qu'ils soient de masse, et aller dans des actions terrain au plus près des populations pour les sensibiliser, leur démontrer les bienfaits de la politique que nous voulons promouvoir. Donc, il faut mélanger les différents outils, tenir compte des radios communautaires, tenir compte des affiches, mais il est encore plus intéressant de rassembler les gens, de leur montrer ces affiches et de leur expliquer. Donc, combiner ces outils. Et au cœur des objectifs, ou alors au cœur des cibles
de la CIFORDI, bien sûr, il y a les autorités, celles-là même qui vont mettre en place les différentes politiques, mais il y a les populations, parce que c'est elles qui sont les bénéficiaires et elles sont les acteurs les plus importants parce que si la population n'adhère pas, quel que soit le plan, on va échouer. Donc, pour elles, il est important de retenir que nous sommes dans un processus et il faut faire attention à l'évidence des données. Il faut se rendre compte que la recherche est primordiale. Nous ne devons pas définir à partir de nos habitudes les besoins ou les attentes des populations à qui on doit s'adresser. Est-ce qu'on connaît vraiment quelles sont les problématiques auxquelles elles font face? Donc, ne pas partir des données évidentes, mais faire la recherche pour recenser les attentes, les besoins les plus pertinents des populations-là. Et donc, nous sommes dans un processus qu'elle a démontré qu'il faut respecter. Et le plus important, c'est que nous sommes dans un processus de changement de comportement. Et comme elle a dit, au-delà des médias classiques, l'expérience du terrain compte plus que tout. Nous devons avoir une approche de communication interpersonnelle, ça veut dire discuter avec des gens, aller au plus près d'eux, en intégrant leurs habitudes, leurs coutumes, surtout avoir les différents freins qui peuvent les empêcher d'adhérer à la nouvelle politique qui est recommandée. Donc, pour conclure, Claire nous a parlé un peu, dans ce contexte de décentralisation, du rôle de la communication pour le développement auprès des communautés territoriales décentralisées. Bien sûr, la COM peut aider à collecter les données, à les avoir. La COM peut aider à élaborer des stratégies de communication pertinentes. La COM peut aider à asseoir un plan de mobilisation des ressources, parce que sans ressources, on n'arrive à rien. Il faut des ressources pour financer le plan. Et ensuite, la COM peut aider à faire un plan de suivi, évaluation, afin de mesurer les actions qui ont été mises en place. Voilà, ramasser, mesdames et messieurs, l'essentiel et diffuser également les différents résultats qu'on a eus. Donc, faire des publications, pourquoi pas, afin de permettre soit un partage d'expérience, soit simplement en termes de devoir de redevabilité, parce que les populations doivent savoir que leurs efforts, leurs souffrances ont permis d'avoir des résultats probables. Voilà. Et bien entendu, puisqu'on a collecté des ressources, on a également ce devoir de redevabilité parce que ça permettra aux partenaires de voir de la transparence dans la mise en œuvre de plans d'action et bien sûr d'adhérer ou de soutenir la collectivité territoriale décentralisée. Voilà, mesdames et messieurs, ramassez pour ceux qui viennent de se joindre à nous, pour ceux qui n'ont pas suivi, la quintessence de l'intervention de Mme Sopo. Je précise qu'elle est spécialiste en communication pour le développement. Pendant près de 20 ans, elle a travaillé à l'UNICEF où elle a renforcé ses compétences, son expérience, son expertise, en plus de ce passé d'excellents journalistes dont elle bénéficie. Est-ce que Madame le maire d'Acom 2 est toujours avec nous? Élise? Bon, elle est avec nous en pensée, et même physiquement. Alors, est-ce qu'on peut activer le micro de Madame Mbala? Alors, Élise? Oui. Elle est là. Son micro a été désactivé à nouveau. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, Élise? On ne vous entend pas, votre micro est désactivé. Qui désactive? Émile, tu peux activer le micro de... Sauf qu'ici, il est désactivé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, Élise, nous vous entendons. Très bien. Moi, je vous entends aussi. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'exemple de la mairie de Acom 2 que vous dirigez de main de maître depuis certaines années? Oui, très bien, Jean-Paul. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la manière dont Claire vient de présenter les choses, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le cadre de nos territoires, surtout en zone rurale. Vous savez sans doute que le président de la République a présenté la décentralisation accélérée. La décentralisation accélérée ne peut pas se faire en dehors d'une communication comme pilier central de la décentralisation.
D'abord, la décentralisation se définit comme le développement à partir de la base. C'est la base qui donne ses besoins qui vont être traduits en projets par les communes pour arriver au développement local. Donc, c'est la décentralisation. Si la base ne sait pas quelle est partie participative et active de la décentralisation, nous ne pouvons pas arriver à grand chose. Maintenant, chacun sait que les contraintes auxquelles nous faisons le plus face dans les territoires, surtout en zone rurale, c'est l'enclavement. Donc, les journaux ne nous parviennent pas. Nous avons une grande faiblesse en électricité. Est-ce pour autant que nous ne devons pas communiquer, informer les populations de ce que nous faisons et quelles sont nos différentes actions? Est-ce que vous me suivez toujours? Nous suivons. Nous vous suivons. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, Élise. Donc, si nous partons donc du fait que la plupart donc, des communes, même en ville, hein, on vient de le voir, Claire a dit qu'il peut y avoir des coupures en ville hein, d'électricité. Donc, même si on possède une radio communautaire ou alors un signal d'une radio nationale et qui a sans cesse des coupures d'électricité, la population ne bénéficie pas de ces médias. Il faut donc que les exécutifs municipaux se creusent la tête pour trouver des solutions adaptées à leur environnement. En d'autres temps, quand j'étais active dans les spectacles en culture, faire de la pauvreté un parti pris pour le développement. Si on n'a pas d'électricité, il faut qu'on arrive à se creuser la tête pour savoir comment on peut communiquer avec nos populations. Donc, à Comde, par exemple, où nous avons un vrai problème d'enclavement, nous nous sommes appuyés sur la communication comme elle se faisait avant. Lorsque j'ai envie d'envoyer un message aux populations, je rédige des communiqués que je fais lire dans les lieux de culte. Ça peut être la mosquée, les églises catholiques, protestantes. Je sais que la population fréquente ces lieux-là tous les dimanches. Nous faisons des descentes sur le terrain pour faire des réunions de citoyenneté avec les populations. Je vais vous prendre le cas du jeudi propre, où on descend, on travaille avec les populations. Et nous profitons de cette matinée-là pour les sensibiliser sur l'hygiène et la salubrité. L'État a exigé aussi des communes un outil qui est un outil important, c'est le plan communal de développement. Ce plan communal de développement se fait dans chaque village de la commune. Vous faites des réunions, c'est pour ça que j'entendais bien lorsque Claire parlait des réunions avec les populations et c'est elles qui expriment leurs besoins de développement. Ces besoins sont donc consignés village par village. Ils sont priorisés par les populations elles-mêmes et après, maintenant, le maire ou l'exécutif municipal se charge de trouver des financements pour traduire ces projets en réalisation. Donc, si nous restons à pleurer, à dire que lorsque l'État nous envoie le budget d'investissement public, il n'y a pas de ligne pour la communication, ce qui est un comble. Et on ne communique pas, la désinformation s'installe. Donc, l'État devrait, comme elle nous envoie des crédits pour construire des écoles, pour construire, refaire, réhabiliter des routes, construire des centres de santé, penser que nous devons absolument communiquer sur ce que l'État fait. Donc, il ne doit plus y avoir au Cameroun un seul territoire où la communication n'est pas faite, que ce soit dans les médias classiques ou dans des médias inventifs mis en place par l'exécutif municipal. Il y a également des choses qui tendent à disparaître et que nous utilisons à Comde, c'est l'affichage. Vous savez, vous pouvez retrouver dans les maisons des populations des affiches qui datent de 10 ans. Est-ce que vous me suivez toujours? Parfaitement.
Oui, vous pouvez trouver des affiches parce que les gens gardent les supports papier. Nous affichons également à la commune, nous affichons dans les chefferies. Et comme je l'ai dit dans un entretien que j'ai eu hier avec Claire, nous sommes en train de mettre en place une radio communautaire parce que nous sommes là à Acom2 d'attendre que le signal télé et le signal radio nous arrivent. Au jour d'aujourd'hui, quand même, il y a le réseau téléphonique, donc nous pouvons communiquer sur les forums, WhatsApp, sur Facebook, etc. Mais quel est le pourcentage de la population rurale qui a accès aux réseaux sociaux? C'est un très faible pourcentage. Mais ce pourcentage est quand même important parce que quelquefois, il est constitué des élites qui ne sont pas immédiatement sur le territoire de la commune. Et nous avons, par ces moyens des réseaux sociaux, obtenu quelques résultats. Notre commune était une commune abandonnée même de ses propres élites. Mais le fait qu'on publie le budget, qu'on publie le compte administratif dans les réseaux sociaux, que nous publions notre plan d'action, nous avons eu des discussions avec nos élites qui ont critiqué parfois le plan d'action, qui l'ont enrichi. Et on remarque aujourd'hui à Acom2 un retour des élites sur leur territoire. Ils se manifestent par des investissements. Ils ont créé une société anonyme, Acom2 United. C'était la première fois qu'on voyait des élites d'Acom2 se réunir sur leur territoire pour créer une société qui a un siège à Acom2. Nous avons aujourd'hui plusieurs chantiers privés de maisons que les élites viennent construire parce qu'à la suite de ce qu'ils ont observé par rapport au nouveau dynamisme qui existe à la mairie, par rapport à la communication qui est faite autour de nos projets, les a amenés à aimer à nouveau leur commune, les a amenés à découvrir que leur territoire n'est quand même pas le plus mal loti au Cameroun. Donc, je voudrais dire que toutes les contraintes que l'on peut observer sont absolument contournables si l'exécutif municipal, si le maire se rend compte que le seul moment où il doit communiquer, ce n'est pas à l'approche des élections lorsque la concurrence approche, mais tout au long de son mandat. Et c'est ce que nous, on essaye de faire à Acom2. Nous savons bien que lorsqu'il y aura la route, à ce moment-là, on va pouvoir distribuer les journaux chez nous, mais en attendant, nous avons quand même une lettre d'Acom2. J'attends la validation du conseil municipal qui se tient prochainement pour commencer à publier cette lettre, mais les années dernières, c'est le PNDP qui nous aidait à publier cette lettre-là sur Internet. Nous faisons beaucoup de réunions. J'ai aussi entendu Claire parler d'associations. Nous avons fait l'inventaire de toutes les associations de jeunes de notre commune, les associations de femmes aussi. Ceci nous a permis, parce qu'on avait les données, la base de données de ces associations de femmes, de leur venir en aide dans la distribution des semences, dans la sensibilisation contre le cancer de l'utérus, et les campagnes médicales des yeux, les dents, etc., etc. La même chose a été faite avec les jeunes. Nous avons pu en inscrire certains dans les écoles de formation en agriculture, mais à d'autres, nous avons apporté un appui sur le terrain. Tout ceci s'est fait grâce à une communication de proximité, parce que le maire que je suis et mes adjoints, nous descendons sur le terrain à la rencontre des populations. Et tout ce que nous faisons à Acom2, nous le puisons dans le PCD qui a été élaboré par les populations elles-mêmes qui, dans ce document, ont pu exprimer réellement leurs besoins. Je ne sais pas si pour le moment, je peux m'arrêter là. Jean-Paul, si j'ai répondu à vos préoccupations ou au thème du jour. Merci beaucoup, Madame le maire. Je pense que vous êtes exactement en droite ligne de ce que nous attendions de votre présentation. Claire nous a mis un peu le cadre formel, les définitions théoriques et conceptuelles, et elle nous a placé la place ou l'importance de la communication auprès des communautés, des collectivités territoriales décentralisées. Avec votre présentation,
qui nous a édifié sur la réalité pratique d'une commune, notamment celle d'ACOM 2. Je pense que les participants à ce webinaire, n'est-ce pas, sont plutôt édifiés. Et bien sûr, on le verra, on l'appréciera tout à l'heure lors de la session des questions-réponses. Mais il me plaît quand même de rappeler que nous sommes toujours dans la 3e édition du Salon professionnel C4D, de la communication pour le développement, qui est organisé par le cabinet Interactive Consulting qui est à Yaoundé. Et ce salon bénéficie du parrainage, du soutien et de l'accompagnement du ministère de la Communication et du MINDEVEL. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans la 3e articulation qui se déroule sur le thème communication et décentralisation, quels enjeux pour le développement des territoires. Je vais donc en profiter pour rapidement, ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez la possibilité d'aller dans l'espace de discussion et de manifester votre demande pour recevoir les présentations, notamment celle de Claire qui vous sera envoyée par mail. Et comme je l'ai fait pour Claire, je vais me permettre, Élise, tu n'hésites pas à me corriger si jamais je me trompe, faire un petit résumé de ton propos. D'accord. En tant que communicant, il y a une phrase clé, je commence par là, que j'ai retenue. Il ne doit plus avoir au Cameroun un seul territoire parfait. C'est par rapport au thème d'aujourd'hui. Il ne doit plus avoir au Cameroun un seul territoire où la communication est parfaite. Et cela justifie déjà l'introduction de ton propos, où tu disais la communication est le pilier central de la décentralisation. La communication est le pilier central de la décentralisation. Au moment où les collectivités territoriales décentralisées reçoivent de l'État le transfert d'un certain nombre de pouvoirs, où elles devront non pas se cacher derrière des moyens qui n'arrivent pas comme c'était le cas par le passé, où elles doivent assumer leur plan parce que la loi est claire là-dessus. En l'article 11, la loi dit « Les collectivités territoriales disposent des budgets et des ressources propres pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. » À ce titre, elles élaborent et votent librement leur budget. Elles disposent de ressources propres, bénéficient des ressources provenant de l'État, reçoivent tout ou partie du produit tiré de l'exploitation des ressources naturelles, produisent des ressources propres nécessaires à la promotion du développement économique, social, sanitaire. Cela veut dire que les collectivités territoriales décentralisées sont entièrement responsables du développement qui va s'opérer sur leur territoire. Et pour continuer dans le propos d'Élise, Élise dit, il est important d'associer la base, parce que si elle ne sait pas le rôle qu'elle doit jouer, comment peut-elle adhérer au plan de développement? Élise nous conseille également tout à l'heure, comme Claire, de faire attention aux réalités du village, les concepts importés. Et les réalités du village passent par des données qu'on a collectées, par des datas. Il faut avoir les données du village pour savoir quel plan de communication appliquer. Et ce plan de communication lui-même qui va se nourrir de la stratégie arrêtée dans la commune. Et Mme Bala poursuit en disant il faut se creuser la tête pour trouver des solutions idoines. Parce que pour elle, nous devons faire de la pauvreté un parti pris du développement. Elle a pris des exemples. Vous ne pouvez pas utiliser des médias classiques comme la radio dans un village alors que, par exemple, il n'y a pas de lumière. Quels sont les moyens originaux hors médias que vous allez utiliser? Pour ce qui est de ACOM 2, c'est par exemple des réunions de citoyenneté que la commune organise avec ses différentes populations pour recenser leurs besoins, recenser les gens et surtout leur passer la bonne parole de la commune. Donc, elle a pris également l'exemple de l'affichage où, nous le savons tous, il y a quelque temps, les calendriers étaient dans nos villages conservés comme des trophées. Et il dit que vous pouvez passer, n'est-ce pas, dans une maison et vous voyez qu'une affiche qui a été publiée il y a 10 ans est encore collée sur le mur. Madame Bala nous a également parlé de leur projet en cours, notamment une radio communautaire qui verra le jour, nous le souhaitons, dans les prochains jours. Elle nous a parlé de l'importance de bien connaître ces cibles. Les réseaux sociaux sont certes limités du fait que la population villageoise n'a pas accès peut-être à Internet ou au smartphone, mais pour une catégorie de cibles, notamment les élites,
Élise nous dit que c'est hyper important de communiquer dessus parce que grâce à WhatsApp et à Facebook, la commune d'Acom2 a une grande visibilité, ce qui a interpellé les élites et qui ont commencé à contribuer déjà, n'est-ce pas, au développement de la commune, notamment à travers une société qu'ils ont mis en place, Acom2 United. Ça, c'est le fait des élites. Donc, pour Mme Bala, la com doit être présente tout au long du mandat. On l'a dit en introduction, la communication n'est pas la cinquième roue du carrosse. Elle ne vient pas là comme un gadget dont on peut se servir pour éblouir des gens. Non, c'est la communication qui permettra de donner du sens à tout le travail que l'exécutif communal a mis en place ou s'apprête à faire. Donc, merci beaucoup, Madame le maire d'Acom2. Voilà, résumé rapidement la quintessence de vos propos. Et nous allons, avec votre permission, passer à la phase de questions-réponses, tout en rappelant simplement que nous sommes en direct et que ce webinaire organisé dans le cadre de la 3e édition du Salon Sifordi, qui bénéficie, nous l'avons dit, de l'appui du ministère de la Communication et du Mindevel. Merci à nos deux charmantes et intéressantes intervenantes. C'est une chance pour moi d'être si bien entouré. Est-ce que les participants sont prêts? Est-ce que nous pouvons engager alors la série de questions-réponses? Le processus est simple. Hein? Vous levez la main pour que le modérateur, ou plutôt le webmaster puisse vous donner la parole. Vous déclinez votre identité et vous essayez autant que faire se peut d'être bref, c'est-à-dire de poser une question et d'éviter des questions à boulet. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ok, il y a des mains levées. Alors, Émile. Oui, vous pouvez y aller. Oui, merci Jean-Paul. Bonjour à tout le monde et bonjour particulier à Madame Claire Soko, que je n'ai pas revue depuis la dernière édition du Salon Sifordi. Merci également à Madame le maire d'Acom2, Madame Élise Mbala. J'ai une seule question qui est adressée à Madame Claire Soko. J'ai suivi attentivement son intervention et elle a notamment fait allusion à un plan stratégique de communication qui est indispensable pour une bonne conduite des actions de communication au niveau des territoires. Ma question est celle de savoir, au niveau local, qui doit mettre en œuvre le plan stratégique de communication? Madame Soko n'a pas clairement fait mention des ressources humaines essentielles dans la traduction en œuvre du plan stratégique de communication. A-t-on besoin d'avoir en permanence un expert en communication pour coordonner la mise en œuvre de ce plan stratégique de communication, ou bien c'est le maire et ses conseillers? Bref, en somme, comment se présente la chaîne des intervenants dans la mise en œuvre des actions de communication au niveau de la commune? Je vous remercie. C'est entre Dimi et lui. Merci beaucoup. Nous allons, avant que Mme Claire Soko ne réponde, s'il vous plaît, tous les participants, soit de couper leur micro, soit de s'abstenir de parler au micro, parce que les interférences nous perturbent et nous sortent totalement du jeu. Notamment, je m'adresse à Hervé. Voilà. Claire. Jean-Paul, est-ce que je peux dire quelque chose avant que Claire ne réponde? Oui. Je n'ai pas envie de te voler la question, Claire, mais je pense que, Très bien. étant donné qu'il s'agit précisément d'une question qui notre travail, j'ai envie de te demander de me permettre de répondre à la personne qui a posé la question. Dans l'organigramme type des communes figure rattaché au cabinet du maire une cellule de communication. Exact, je vais le dire. Donc, comme Claire Soko l'a dit, après avoir fait un plan stratégique de communication, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque. Voilà, on ne fait plus de l'artisanat. Donc, vous devez, le maire doit se rattacher une cellule de communication
qui définit, en se basant sur la vision du maire, le plan stratégique de communication de la commune. Donc, c'est un service qui existe dans l'organigramme type des communes. Maintenant, Claire, je te relève ta question. Oui, très bien, Élise. Merci, merci infiniment parce qu'en fait, toi, tu es sur le terrain et ça nous permet de prendre des réponses concrètes. On peut penser que je suis un peu aérienne parfois parce que je ne suis pas sur le terrain, mais je vous assure, depuis que j'ai pris ma retraite, ça fait bientôt 2 ans, même 3, je crois, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain et je travaille beaucoup avec les communes. Et je peux vous assurer, rappelez-moi le nom de l'inter. Oumbé, voilà. Oui, Charles Oumbé, madame, Charles Oumbé. Oui, Charles. On se connaît, bien sûr, mais on ne se voit pas beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que, en effet, dans les communes aujourd'hui, il y a des personnes en charge de la communication. Il y a des personnes en charge de la communication. Espère ou pas, mais il y a des personnes en charge de la communication. Et s'il y a des communes d'arrondissement qui n'en ont pas, parce que, bon, manque de moyens, on ne peut pas demander aux experts de rester sur place sans salaire, etc., en attendant que les choses se mettent en place. On a parlé de la décentralisation accélérée, mais bon, c'est quand même quelquefois pas aussi accéléré que ça dans certaines communes. Donc, on ne peut pas leur demander de rester là comme agent de la commune. On peut faire appel aux experts, on peut faire des consultations. Et puis, il y a de plus en plus des élites qui sont experts en ceci et cela et qui peuvent donner des coups de main sans forcément faire partie de l'équipe de la mairie, de la commune. Donc, effectivement, on peut avoir des experts dans l'équipe ou alors on fait appel aux expertises qui sont externes à la commune. Ce n'est pas exclu. Alors, quand il parlait de la chaîne de mise en œuvre de ces interventions, je pense que j'ai mis un schéma, sauf si je suis passée rapidement dessus. On part de la recherche. On part, avant de faire quelques planifications que ce soit, il faut connaître son milieu. Si on ne connaît pas son milieu, on va dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, il faut connaître son milieu, il faut connaître qui peut agir. Et je pense que j'avais aussi un slide qui dit qu'il faut absolument faire une cartographie de la commune. Élise a parlé des plans communaux de développement. Je me souviens que nous avons travaillé là-dessus quand on parlait de l'approche convergence dans la zone du Grand Nord. Donc, les 3 provinces du Grand Nord dans le programme. Le MINEPAC nous a donné un appui incommensurable, justement pour mettre en place ces plans communaux de développement. Et ça ne s'est pas fait au hasard. Nous sommes partis des données, nous sommes partis de l'analyse de la situation pour savoir les besoins des populations, en impliquant les populations. Nous avons fait des consultations, famille par famille. Et c'est vrai que les planificateurs n'aiment pas beaucoup qu'on parle de famille. Ils parlent des ménages, OK. Mais on s'est compris. Nous, on parlait des familles pour parler des ménages. Mais ça s'est fait. Et on est parti de ces résultats-là pour élaborer des plans. Et pour la mise en œuvre de ces plans, eh ben, on fait appel aux partenaires pour avoir des ressources. Voilà. Et on suit, il faut suivre. Et il me semble avoir dit qu'il faut mettre l'être humain, c'est ce que j'ai dit, je peux lire hein, si tu veux, Jean-Paul. J'ai dit faire de la CIFORDI un levier de l'inclusion sociale et du développement humain. Ça veut dire que l'être humain est au centre de l'action. Et je disais même quelquefois que, bon, on s'appuie sur des outils, mais l'être humain est au centre de l'action. Investir sur les groupes autant que sur les médias pour développer les partenariats. Je pense avoir répondu si je n'ai pas été très longue. Mais vraiment, merci Élise. Tu n'as pas volé la question, au contraire, tu as bien
fait de dire ce que vous faites exactement sur le terrain. Merci beaucoup, Claire. Merci, Élise. Je voulais... Mais pour être plus complet sur la réponse apportée à M. Oumbé, il a une problématique importante qu'il a soulevée. M. Oumbé a demandé qu'il doit mettre en œuvre un plan stratégique de communication. Je voulais juste compléter, Claire et Élise ont été assez précises sur la question, mais je voudrais, attention de M. Oumbé, dire que la communication relève directement du manager supérieur. C'est-à-dire que si le maire n'a pas une sensibilité de communication, quel que soit le plan, quelle que soit la volonté de l'expert, ça ne se mettra pas en place. Donc, tout commence d'abord par la sensibilité du maire aux aspects de communication. Et c'est clair, on dit, en ce siècle de communication, au moment où le processus de décentralisation s'achemine vers sa fin, les maires doivent comprendre toute l'importance de la communication et pas la regarder de loin comme si c'était quelque chose de curieux. Et au niveau des moyens, quand Claire parle de la collecte des données, s'il y a la possibilité, si la ressource existe en interne, de lui confier un ensemble de tâches, si elle n'existe pas en interne, on peut la chercher à l'extérieur, mais nous ne pouvons pas ici, comme ça, quel serait l'organigramme minimum, parce que tout dépendra du plan stratégique qui a été conçu. Si vous prévoyez de fortes actions environnementales, prenons simplement l'animation d'un groupe WhatsApp. On ne crée pas un groupe WhatsApp s'il n'y a pas quelqu'un dédié à son animation. Exact. Donc, l'organigramme de la cellule de communication dépendra du plan stratégique qui a été retenu. Est-ce que vous avez besoin d'un webmaster? Est-ce que vous avez besoin d'un responsable de relations presse? Est-ce que vous avez besoin d'un événementialiste parce que la commune prévoit d'organiser des événements? Donc, M. Oumbé, on ne peut pas décider comme ça ex nihilo. On a besoin d'éléments probants pour la définition. Et donc, il y a un outil professionnel qu'on appelle le PESTEL. Si vous avez une minute d'aller sur Google, vous allez voir, ça permet de bien comprendre le contexte. C'est clair. Élise ont insisté dessus. Tout des habitudes, des us, des coutumes de la population dans laquelle la communication va s'opérationnaliser. S'il vous plaît. J'en profite pour rappeler, après monsieur, la deuxième personne, le deuxième intervenant sera Jonas. Troisième intervenant, Mawé. Quatrième intervenant, Abraham. Cinquième intervenant, Zaché Ledoux. Est-ce que Jonas est prêt? Allô, bonjour, monsieur Tchomlou. Bonjour, madame le maire. Bonjour, madame Sopo, et bonjour à tous les responsables d'Interactive ainsi que les autres participants comme moi. Je suis... Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Ok, merci. Moi, c'est Jonas Yedidia Alirou. Je suis... Très bien. Ah, ok. Je suis Jonas Yedidia Alirou, coordonnateur de Family Club Association. Nous sommes candidats cette année au Grand Prix C4D de Interactive et je suis content des initiatives que prend Interactive pour vulgariser la C4D. Nous avons fait la C4D sans savoir en fait. C'est-à-dire nous menons des activités sur le terrain, des activités ciblées où nous utilisons les outils de communication. Mais nous ne connaissions en réalité pas que c'était tout un domaine. Vous avez fait comme M. Jourdain. Alors, ma question... Ah, ok. Nous avons, en 2014, quand le Cameroun a été touché par l'extrémisme violent par le Boko Haram à l'extrême nord, nous avons été l'une des premières organisations sur le terrain à aller dans des communes, dans des communautés touchées par le Boko Haram et à mener des activités. Monsieur le coordonnateur, monsieur Jean-Paul Tchomlou, s'il vous plaît, je demandais que les gens soient brefs. Demandez que les gens soient brefs. La ligne des intervenants est déjà très longue. Vous avez cité presque... Jonas. Qui ne parle pas de son Jonas. Oui, allô? Jonas, vous pouvez aller directement à la question. Ok, merci. Je voulais poser la question, c'est parce qu'on m'a posé une autre question que je répondais. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on
on prend en compte la communication de crise dans la C4D. C'est-à-dire en pleine activité où vous utilisez la C4D, une crise survient. Et vous savez, c'est lourd quand c'est une activité, quand vous utilisez la C4D, vous êtes sur le terrain avec des mobilisations sociales et tout. Vous quittez un village, le discours que vous avez laissé crée un autre débat. On gère ça comment? Comment on intègre les techniques de la communication de crise dans la C4D? Merci. Alors, merci. S'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas mieux de prendre toutes les questions? Ok, on y va directement. On a noté la question de Jonas. On prend la deuxième. On prend la question de Maoué, s'il vous plaît. Est-ce que Maoué est là? On prend 3 questions et puis on vous répond. Oui, bonjour à tout le monde. Excusez ma voix un peu rock là. Ce n'est pas une question, mais c'est pour apprécier. Déjà, je voulais apprécier la qualité de l'intervention de Mme Sopor et de Maître Acom 2. Je suis déjà expert en développement durable, dont je forme les collectivités territoriales décentralisées avec la coordination des Nations Unies sur la mise en œuvre des ODD et le PCD avec le MINUC. Donc, c'était pour dire que j'apprécie le rôle de la C4D qui entre en droite ligne avec la mise en œuvre des ODD. Parce que Mme Sopor a souligné, on doit impliquer la population, on doit les intégrer et ils doivent participer. En fait, c'était pour dire que c'est une pure coïncidence, mais ça entre tellement en droite ligne avec ce que les ODD voudraient qu'on intègre tout le monde et que le développement commence à la base. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci vraiment pour la qualité d'intervention. Et merci. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Cécile. Abraham, est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on a perdu Abraham? Est-ce que moi je peux intervenir, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Oui, c'est Abraham. Oui, c'est bien Abraham. Je me nomme Abraham Ropulson Chaoubé, le coordonnateur national de Human Rights and Development Agency. Nous sommes basés à Bertois. Je peux d'abord remercier l'équipe de Interactive Consulting pour cette initiative qui est louable. Alors, j'ai apprécié la présentation de Mme Sopi et j'ai apprécié l'intervention de Mme le maire. Maintenant, je voudrais poser 2 questions. Ma première question est de savoir quel est l'objectif principal de cette conférence. Est-ce que vise-t-il à mettre une plateforme pour renforcement d'une bonne communication dans les communes? Je pourrais dire le TDR. Voilà ma première question. La deuxième question est de savoir, est-ce que, Madame le maire, est-ce qu'il en existe une ligne financière pour l'assistance sociale pour les personnes vulnérables dans les communes? Si oui, et comment, quel est le mécanisme utilisé afin que la communauté vulnérable puisse avoir l'accès? Voilà mes 2 questions. Je vous remercie. Ok, merci. Puisque avec les 2 questions d'Abraham, nous nous retrouvons à 3 questions déjà. Avec votre permission, mesdames et messieurs les participants à ce webinaire, nous allons marquer un arrêt pour répondre. La première question, je vais y répondre, c'était celle de Jonas, qui s'inquiétait, qui demandait comment est-ce que la communication de crise pourrait être intégrée dans la C4D. Jonas, je voudrais commencer par dire que la communication de crise est une spécialité, c'est tout un métier qui n'a rien à voir avec la C4D, mais la communication de crise ne démarre pas quand la crise est là. Alors, quand vous devez mettre en place un plan de communication C4D, ce que Claire a dit tout à l'heure, pour qui concernait les données, vous devez avoir des données de base avant d'élaborer votre stratégie. Alors, cette donnée de base, par exemple, si vous utilisez un outil comme le PESTEL qui vous parle de l'environnement, si vous allez dans une zone de guerre et que vous allez changer, vous allez essayer de changer le comportement des gens là-bas, alors vous voyez bien qu'il y a un risque. Les risques, vous devez les énumérer. Quels sont ces risques-là? Et une fois que vous voyez un risque, vous devez travailler sur le plan théorique à savoir comment on diminue le risque ou comment on l'élimine. Et si vous ne pouvez pas diminuer le risque ou l'éliminer, vous mettez quand même dans votre document stratégie les risques qu'il faudra intégrer quand on descendra pour faire des actions. Donc,
quand ce sont des grandes institutions, parce que vous allez demander aux communautés, aux collectivités territoriales, aux mairies, d'élaborer un plan de communication de crise, ce serait l'idéal, ce serait l'idéal. Mais au minimum, si elles peuvent faire la cartographie des risques, si vous avez une zone dans laquelle il y a des risques d'éboulement, par exemple, vous voyez, c'est un risque que vous devez intégrer quand vous élaborez votre stratégie de com. Ça veut dire au minimum, il faudra mettre une action de sensibilisation et de communication vers les populations sociales. Donc, pour me résumer, sans que les collectivités territoriales ne soient des spécialistes de la com et qu'elles ne soient obligées de rédiger, de concevoir ou de faire concevoir un plan de gestion de crise, ce qui serait l'idéal, au minimum, elles doivent identifier les différents risques qui sont dans leur localité afin de soit les éliminer totalement, soit au moins les réduire dans le plan stratégique de communication. Voilà, Claire va compléter la réponse. Oui, merci Jean-Paul. En fait, je voudrais juste revenir sur un seul point. Tu as dit tout à l'heure que la communication pour le développement n'a rien à voir avec la communication de crise. Non, je pense que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Ce n'est pas ce que tu penses. La communication pour le développement a des outils qu'on peut utiliser pour la communication de crise et vice-versa. En clair, ce sont des communications qui sont complémentaires, mais l'une n'est pas dans l'autre. Il a bien dit, Jean-Paul a dit, on devrait avoir des plans stratégiques de communication. Et les plans stratégiques de communication devraient avoir tous ces volets-là. La communication qui utilise des outils de la C4D, donc la C4D, et la communication de crise. Et vraiment, de plus en plus, si on peut donner un conseil aux communes, c'est d'avoir cette stratégie de communication de crise. Dans nos pays, nous avons par exemple la direction au ministère de l'Administration, tout ça, la direction de la... Non, pas catastrophe, ça s'appelle la direction de la protection civile, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Parce que quand on parle de communication de crise, il y a plusieurs crises, il y a plusieurs sortes de crises, il y a plusieurs types. Les crises liées au conflit et les crises liées aux urgences environnementales. Par exemple, je prends l'exemple de ACOM 2 puisque c'est Elise qui est avec nous. Imaginez par exemple qui est... Oh, mon micro est coupé. Ok, j'ai cru. Désolée. Je disais donc, imaginez qu'à ACOM 2, par exemple, il y ait des inondations ou des arbres qui tombent à cause des orages. Ça, c'est une situation de crise. Et si Elise n'a pas en amont son plan de gestion des crises, eh bien, elle va se retrouver à courir dans tous les sens et ne pas toucher à l'action prioritaire. Et ça, la direction de la protection civile, je pense que certaines personnes du secteur de l'administration territoriale sont avec nous. Ils devraient donner des coups de main pour élaborer les plans de gestion de crise, les plans de communication de crise. Donc, les outils de la C4D peuvent servir pour la communication de crise. Je prends un exemple, la cartographie. La cartographie des acteurs, cartographie des zones à risque et comment on doit communiquer dans ces zones à risque. Et lui, je pense... Et voilà. OK. Merci beaucoup. Je rappelle... Élise veut parler. Oui, Élise. Oui. Je voudrais rassurer la personne qui a posé la question que l'année dernière, vous serez tous surpris, mais nous avons reçu une correspondance de la CONAC qui demandait à chaque commune de lui faire une cartographie des zones à risque de son territoire. Oh. Et ensuite, nous avons reçu une autre lettre du MINDU qui demandait également que chaque commune recense les zones inondables de son territoire. Donc, ce que Jean-Paul Éclair vient est essentiel. Chose dans les communes, vous savez, il faut savoir anticiper.
Et au jour d'aujourd'hui, les communes qui ont répondu à ce courrier, comme la commune d'Akomde, sont capables de présenter une base de données des zones à risque de notre territoire. Bravo. Je voulais aussi dire, c'est la question, de dire que quelquefois les moyens, vous savez, il y a aujourd'hui une possibilité de développer l'intercommunalité. Donc, si une commune n'a pas les moyens d'avoir une cellule de communication propre, elle peut se mettre avec 2, 3, 4, voire 10 autres communes pour utiliser le même cabinet de communication ou alors les mêmes communicateurs et de partager leur traitement. Ça allège le temps de la commune. Par ailleurs, si vous connaissez la commune, comme le disait Claire tout à l'heure, il y a toujours des journalistes à la retraite, des communicateurs à la retraite. Et comme on va à la retraite tôt au Cameroun, vous pouvez toujours trouver des ressources humaines sur le territoire qui peuvent vous aider à construire votre plan stratégique de communication. Voilà, Jean-Paul, ce que je voulais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. Nous avançons. Alors, Abraham de questions a posé 2 autres questions. La première était l'objectif parcouru. Quel était l'objectif de cette conférence? Et puis, la deuxième portait sur est-ce qu'il y a une ligne financière pour les couches sociales défavorisées dans les budgets voilà, Élise pourra répondre à cette deuxième partie de la question de Abraham. Mais alors, est-ce que Abraham est avec nous? Ok. Je vois que Abraham est avec nous. Abraham, vous savez que Interactive Consulting est un cabinet spécialisé dans la première agence spécialisée dans la C4D au Cameroun. Et face à ce grand chamboulement, un bouleversement d'ailleurs que nous avons vécu depuis le 24 décembre 2019 avec la promulgation de la loi sur les CTD, l'agence s'est sentie obligée de jouer son rôle en accompagnant ces collectivités décentralisées dans l'atteinte de leurs objectifs de développement. Donc la communication, déjà la communication simple, institutionnelle au Cameroun n'est pas l'apanage de tous. À plus forte raison, la communication pour le développement qui est en fait une nouvelle forme de communication. Donc l'agence s'est sentie le devoir, elle qui travaille sur ce domaine depuis bientôt 10-11 ans, elle s'est sentie le devoir d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées, d'abord par la sensibilisation sur l'importance de la communication pour le développement, et en deuxième lieu, mettre à la disposition des collectivités qui le désirent les ressources humaines, les compétences pour les aider donc à mettre en œuvre leur plan de stratégie de communication pour le développement. Voilà en gros de ce que je sais en tant que modérateur de ce webinaire. Mais il y a la personne la plus compétente pour expliquer clairement les objectifs, qui est, n'est-ce pas, le Managing Director d'Interactive Consulting. Oui, je suis avec vous, Jean-Paul. Ok, bonjour à tout le monde. Merci, Jean-Paul, de me passer la parole. Vous allez comprendre que je ne m'attarde pas sur les civilités d'usage parce que je vois qu'il y a beaucoup d'engouement. Il vaut mieux laisser beaucoup de gens poser des questions. Je vais répondre directement à la question qui a été posée par le participant, qui est une question très, très pertinente. Ce que je vais dire, en plus de ce que Jean-Paul a déjà dit, c'est que nous nous sommes rendus compte, nous sommes positionnés sur la communication pour le développement en tant qu'agence conseil, et nous nous sommes rendus compte que nous travaillons avec certains de nos clients qui nous commandent des services qui concernent la communication pour le développement, mais ne savent même pas qu'il s'agit de la communication pour le développement qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est comme le président d'une ONG là disait, nous faisions de la communication. Donc, pour ne plus avoir affaire donc, à des gens qui font de la prose sans savoir que c'est de la prose, nous nous sommes dit que nous allons contribuer à vulgariser
ce segment spécifique de la communication qui est si utile et si important pour le développement à la fois des pays et des communautés. Et c'est comme ça que nous avons donc pensé mettre en place un certain nombre d'outils pour promouvoir ce segment de métiers-là. Notamment, nous avons donc ce salon professionnel sur la communication pour le développement qui se tient chaque année depuis 3 ans. Depuis 4 ans déjà, on n'a pas pu tenir la dernière édition l'année dernière à cause de la COVID. Et c'est pour cela que l'édition de cette année se passe plutôt en ligne qu'en présentiel, parce que d'habitude, le salon il se tient en une journée et en présentiel. Le deuxième outil que nous avons mis en place, c'est un magazine qui assure également la promotion de la C4D en tant que segment de métier. Il s'appelle C4D Magazine. Je pense qu'il y a beaucoup de participants ici qui reçoivent ce magazine-là. Il est publié trimestriellement et il a vocation à favoriser l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques sur la communication pour le développement. Le troisième outil que nous avons mis en place, c'est un site web communautaire, www.interactiveconsulting.com. Et c'est un site web communautaire, ce n'est pas le site web du cabinet, si vous voulez que je parle trivialement, mais c'est un site web qui appartient à tous les acteurs de la C4D, où ils peuvent y trouver des informations sur la C4D, des témoignages, des échanges d'expériences, où ils peuvent se contacter les uns les autres pour demander du conseil ou pour poser des questions, obtenir des réponses. Donc, ce site web-là, il est également disponible et tout cela est mis au service des acteurs de la C4D. Donc, j'ai un peu élargi la question qui m'a été posée, mais en fait, c'était pour dire que notre rôle est un rôle de vulgarisation de la C4D. Et chaque année, nous avons un thème en fonction de 19 qui aurait également pu constituer la thématique de cette édition. La est une question d'actualité qu'il fallait agresser et nous avons